Quand les archives allemandes ont commencé à être révisées après la reddition, parmi tant de papiers, des rapports signés par des officiers nazis qui avaient mené des opérations d'extermination dans l'Est sont apparus. Ce n'étaient pas des plans de bataille, ni des stratégies militaires, c'étaient des registres froids avec des villages désignés, des quantités exactes de victimes et des dates notées en détail. Les responsables étaient les commandants des Einsatzgruppen, groupe mobile créé par le haut commandement nazi pour suivre l'armée allemande et se charger d'éliminer systématiquement les civils. C'étaient des fonctionnaires avec des postes administratifs, des titres académiques, et ils signaient tout ce qu'ils faisaient. Quand les procès ont commencé, tout s'était identifié. Il y avait des documents, des chiffres et des ordres scellés. Des preuves solides ont été présentées, des condamnations ont été prononcées et plusieurs ont reçu une sentence finale. Mais entre les décisions politiques, les réductions de peine et les manœuvres diplomatiques, de nombreuses histoires ont pris un autre chemin. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement aux commandants des Einsatzgruppen ou comment ont-ils vraiment fini? À la mi-juin de 1941, juste au moment où ils étaient sur le point de traverser la frontière soviétique, Reinhard Heydrich a convoqué les chefs des unités spéciales qui allèrent suivre l'armée allemande. Et là, sans détour, il leur a dit ce qu'ils devaient faire, éliminer quiconque représentait un problème pour les plans du Reich. Sur cette liste se trouvaient tous ceux que le régime avait marqués auparavant, à commencer par les Juifs, hommes, femmes et enfants, suivis par les commissaires politiques soviétiques, les Roms et tout autre qui se trouvait sur le chemin et ne correspondait pas à l'idée de nettoyage ethnique qu'il gérait depuis Berlin. Chaque groupe a reçu une zone concrète. Le groupe A devait opérer dans les pays baltes, le B a été envoyé en Biélorussie, le C a été déployé dans le centre et le nord de l'Ukraine, et le D a couvert le sud, y compris la Crimée et même des régions du Caucase. Ils avaient déjà tout clair dès le début, ils n'allaient ni capturer, ni interroger personne. La tâche était simple. Arriver derrière les troupes, identifier les victimes et les tuer, sans faire de bruit et sans s'arrêter. Les responsables ne venaient pas de l'armée traditionnelle. Ils avaient une formation académique, des études universitaires, des diplômes en droit, en économie ou en administration publique. Certains avaient dirigé des départements de police. Ils étaient habitués à organiser, calculer, exécuter des tâches de manière méthodique. Au lieu de camps de concentration, ils opéraient sur le terrain. Ils suivaient de près les troupes allemandes, arrivaient dans les localités récemment prises, rassemblaient les personnes désignées et les emmenaient hors du village, vers des sites choisis à l'avance. Dans les forêts, les terrains vagues ou les bords de route, ils les faisaient marcher jusqu'au bord d'une fosse préalablement creusée. Chaque unité comptait sur son propre personnel. Certains conduisaient les camions, d'autres creusèrent les fosses, d'autres se chargeaient de faire les registres. Les hommes armés exécutaient les victimes par roulement, une file après l'autre. Il fallait être efficace. Dans les rapports internes, on détaillait combien de munitions étaient dépensées par personne. Les premiers calculs indiquaient environ 12 tirs par exécution, mais ensuite ils ont ajusté la procédure jusqu'à réduire la consommation à moins de 6 projectiles par victime. Les dirigeants exigeaient précision, rapidité et résultats mesurables. La méthode la plus courante consistait à obliger les victimes à se déshabiller, à marcher jusqu'au bord de la tranchée et à recevoir une balle dans la nuque. Les corps tombaient par couches. Après chaque groupe, le suivant était avancé. Cette façon d'exécuter fut systématisée et s'appliqua pendant des mois. Dans certains sites, les enfants étaient jetés directement parmi les corps avant que la fosse ne soit refermée. Dans d'autres, ils étaient fusillés à part. La scène se répétait chaque jour dans différents points d'Europe de l'Est. Pendant les 6 premiers mois après le début de l'opération Barbarossa, une unité a laissé des traces de plus de 200 000 personnes assassinées et une autre a rapporté plus de 90 000. Tout était enregistré avec exactitude. Chaque opération avait son numéro, son lieu, la date précise et le type de personnes éliminées. Chaque responsable signait les documents qu'ils envoyaient ensuite à Berlin, où ils étaient ajoutés au système central de sécurité. Ce type de paperasse circulait comme faisant partie normale du travail de ces unités, sans aucun secret ni urgence, comme si c'était un rapport de routine. La logistique était organisée en détail. Les camions transportèrent les tireurs, les motos les messagers, et les véhicules équipés de radios servaient à coordonner les actions.
Chaque groupe disposait d'outils, de munitions, de carburant et d'alcool. Il comptait également sur des cartes, des listes de noms et du personnel local collaborateur. Des policiers auxiliaires ukrainiens, lituaniens et lettons participaient activement. Ils désignaient les résidents, fournissaient des informations et parfois tiraient aussi. Ils apportaient une connaissance du terrain et facilitaient l'identification des objectifs. Pour maintenir la morale des exécutants, les commandants organisaient des réunions avant chaque opération. Là, on renforçait l'idée qu'il s'agissait de mesures nécessaires pour la protection du Reich. On parlait en termes techniques, comme s'il s'agissait d'une tâche de plus dans un plan plus vaste. Après certaines tueries, ils organisaient des célébrations avec des boissons et des pauses. Certains groupes emmenaient des photographes et les images étaient conservées dans la documentation interne. L'une des massacres les plus documentés fut celle de Babi Yar, aux abords de Kiev. En à peine 2 journées, plus de 30 000 Juifs furent assassinés. Le procédé fut identique. Concentration, transfert, dépouillement des biens, exécution et enterrement. Le même commandant qui dirigea cette opération fut plus tard chargé d'éliminer les preuves. On lui confia la tâche de rassembler des équipes pour exhumer les corps et les brûler, effaçant les traces de ce qui s'était passé. Cette tâche reçut un nom propre au sein de l'appareil d'extermination. Pendant un certain temps, les hauts commandements se sont montrés satisfaits des résultats. Mais après une visite à Minsk, Heinrich Himmler fut perturbé après avoir assisté à une exécution. À partir de ce moment, on a promu la recherche de méthodes causant moins d'impact sur les tireurs. C'est ainsi que sont nés les premiers camions à gaz. Les victimes étaient enfermées à l'intérieur du véhicule et le moteur canalisait le monoxyde de carbone vers le compartiment. Elles mouraient asphyxiées pendant le trajet. Quand elles arrivaient au site final, les corps étaient déchargés directement dans les tranchées. Malgré cette innovation, les fusillades sont restées la méthode principale tout au long de 1941 et une bonne partie de 1942. Les unités continuaient à se déplacer, ajustant leur fonctionnement, épurant les rapports. L'exécution était devenue une routine technique. Les documents parlaient d'opérations réussies, d'efficacité opérationnelle et d'optimisation des ressources. Il n'y avait pas de mentions émotionnelles, seulement des chiffres et des résultats. La coordination avec l'armée allemande fut constante. Les troupes régulières protégèrent les périmètres, facilitaient l'accès aux localités et permettaient aux groupes mobiles d'agir sans interférence. Dans certains cas, les divisions militaires elles-mêmes fournissaient du personnel. Au niveau administratif, les autorités civiles se chargeaient d'enregistrer les biens confisqués. Vêtements, montres, objets de valeur étaient envoyés à des centres de classification et de distribution. Chaque groupe développait son propre système interne. Certains tenaient des journaux photographiques, d'autres des feuilles de bilan avec le nombre d'exécutions quotidiennes. Les rapports étaient envoyés hebdomadairement aux bureaux centraux. La précision avec laquelle tout était enregistré a montré plus tard l'ampleur totale de l'opération. Les exécutions en plein air ont laissé des centaines de sites d'enfouissement en Europe de l'Est. Beaucoup de ces fosses sont restées non identifiées pendant des années. Quand les troupes soviétiques ont commencé à récupérer du territoire, elles ont trouvé des preuves physiques, balles, restes humains, vêtements, identification personnelle. Chaque découverte était une confirmation de ce qui était déjà écrit. Pour la fin de 1942, le système d'extermination en camp fonctionnait à grande échelle. Les chambres à gaz ont commencé à remplacer les fusillades massives. Les unités mobiles ont été retirées ou affectées à des tâches de poursuite de partisans. Leur fonction principale avait été remplie. La structure avait fait sa part. Il restait maintenant l'héritage de leur passage. Des villages vides, des registres méticuleux et un nombre final de victimes qui dépassait le million. Quand la guerre a pris fin, les documents trouvés dans les archives de sécurité du Reich ont confirmé chaque chiffre, chaque opération, chaque ordre. Les rapports envoyés des unités mobiles à Berlin étaient intacts. Des dizaines de milliers de pages avec des noms, des lieux, des dates et des quantités. La précision avec laquelle tout avait été mené a facilité l'accusation. À la mi-1947, les tribunaux alliés étaient prêts. 24 hauts commandants des unités responsables de l'extermination ont fait face à un procès indépendant à Nuremberg. Le processus a commencé le 15 septembre et a été entièrement organisé par les autorités américaines. Contrairement au procès principal, celui-ci s'est concentré sur les officiers qui ont planifié et dirigé des exécutions massives sur le terrain.
Chaque accusé avait été à la tête d'un groupe avec une zone assignée, des hommes sous son contrôle, un accès aux ressources et l'autonomie pour exécuter les ordres. Aucun n'avait été un simple rouage. Chacun signait des rapports, décidait des stratégies et supervisait des assassinats systématiques dans les villes occupées. Le procureur principal, Telford Taylor, a rassemblé les preuves avec un objectif clair: montrer qu'il existait un plan structuré, étayé par des registres, et que les accusés l'avaient exécuté en toute connaissance de cause. La preuve était accablante. Plus de 200 documents originaux, tous avec des signatures authentiques, comprenaient des registres d'exécution quotidienne, des demandes de munitions, des rapports de consommation de balles et des listes classées par âge, sexe et nationalité des victimes. Le procès fut bref et direct. En à peine 2 jours d'ouverture, le procureur a présenté son cas. Les documents parlèrent d'eux-mêmes. Chaque feuille contenait des données spécifiques: lieu de l'opération, nombre de personnes éliminées, méthode employée et nom de l'officier qui le rapportait. Certains de ces rapports incluaient même des commentaires d'approbation sur l'efficacité atteinte. L'exécution était traitée comme une tâche logistique. Pendant les audiences, les accusés ont écouté les charges sans interrompre. Quand on leur a demandé de parler, ils ont offert des explications techniques. Certains ont détaillé comment les opérations étaient organisées, d'autres ont décrit le système de distribution des ressources ou les procédures pour creuser des tranchées et sélectionner les objectifs. Ils ont parlé avec distance, comme s'il s'agissait de rapports de bureau. Il n'y a pas eu de discussion sur la morale, l'éthique ou le repentir. Chaque déclaration renforçait l'idée que l'extermination avait été une opération conçue au millimètre. Otto Ollendorf, l'un des principaux accusés, a confirmé que son unité avait exécuté près de 90 000 personnes. Il a expliqué le fonctionnement du groupe, les ordres reçus et les justifications internes pour inclure tous les membres d'une communauté. Il a dit qu'aucune exception n'était faite, car l'idée était d'éviter que les survivants ne grandissent avec du ressentiment. Il parlait comme quelqu'un qui répète une instruction apprise. D'autres ont fait des exposés similaires. Chacun a détaillé sa fonction sans entrer dans les aspects personnels. Le tribunal a également analysé les preuves physiques recueillies dans les zones de massacre. Des experts de différents pays avaient excavé des fosses, recueilli des restes humains, identifié des projectiles et des documents, et tout concordait avec les rapports présentés. Les chiffres correspondaient à ce qui figurait dans les archives: les dates, les lieux, les types d'armes. Même les douilles trouvées correspondaient aux armes réglementaires utilisées par les escadrons. Certains témoins ont été convoqués pour apporter des détails supplémentaires. Il y a eu des survivants qui avaient échappé au massacre. L'un d'eux a décrit avec précision le processus de séparation des groupes, le transfert vers les tranchées, le moment où on les faisait se déshabiller et comment chaque rangée était exécutée. Il a raconté que les objets personnels étaient collectés, classés et ensuite envoyés vers d'autres destinations. Il a relaté comment ils simulèrent des transferts pour tromper les détenus jusqu'au dernier moment. Des photographies prises par les officiers accusés eux-mêmes ont également été présentées. Certaines montraient les exécutions, d'autres enregistrèrent les résultats. Elles ont été projetées au tribunal. Les juges ont examiné chaque image. L'accusation a utilisé ce matériel comme confirmation directe du travail effectué par ces unités. Il ne s'agissait pas d'une interprétation ou d'un récit. C'étaient des preuves visuelles produites par les responsables eux-mêmes. Les juges ont analysé la relation de chaque accusé avec les faits. Ils ont évalué les grades, les fonctions, les décisions prises et le niveau d'implication. Pendant le procès, les différences entre les accusés sont devenues claires. Certains avaient dirigé des opérations complètes, d'autres signaient des rapports et organisaient les ressources. Certains planifiaient les itinéraires, d'autres désignaient le personnel pour chaque tâche. Chaque cas a été traité séparément. Les défenses ont tenté de centrer leurs arguments sur des aspects techniques. Elles ont mentionné les hiérarchies, les chaînes de commandement, les réglementations internes. Elles ont soutenu que les accusés faisaient partie d'une structure étatique avec des procédures établies. Mais les juges se sont concentrés sur les documents et sur l'autorité individuelle exercée. Il a été établi que chacun a pris des décisions conscientes et a organisé des massacres en pleine connaissance de leur impact. Au cours de 136 sessions, le tribunal a examiné toutes les preuves. Les délibérations ont duré plusieurs semaines. Le 9 avril 1948, les résultats ont été annoncés. 14 ont été condamnés à la pendaison, 2 à la prison à perpétuité
et 5 à des peines allant de 10 à 20 ans. Un seul accusé a été libéré faute d'implication directe et de preuves montrant des tentatives d'éviter des assassinats. Otto Ollendorff fut l'un des condamnés à mort. Il avait dirigé le groupe responsable de plus de 90 000 exécutions. Pendant le procès, il a maintenu une attitude distante, sans altérer son discours. Un autre condamné fut Paul Blobel, chargé du massacre de Babi-Yar. Outre cette opération, il a également organisé l'incinération de cadavres dans des fosses communes dans le cadre d'un plan visant à éliminer les traces. Ernst Bieberstein, ancien pasteur protestant devenu chef d'escadron, a également été condamné. Son changement de rôle reflétait comment les structures religieuses ou civiles avaient été absorbées par l'appareil d'extermination. Werner Braun, un docteur en droit qui organisa le meurtre de milliers de personnes en Crimée, reçut la peine capitale. Le tribunal souligna que sa formation juridique lui donnait pleine capacité à comprendre le caractère criminel de ses actes. Dans d'autres cas, comme celui de Walter Hensch, les preuves se sont avérées moins cohérentes et sa condamnation fut de 15 ans. Le procès a montré que chaque individu fut évalué séparément. Les juges ont évité les généralisations et ont prononcé la sentence en se basant sur les preuves directes. L'exécution des peines fut confiée aux autorités militaires américaines. Les dates et les procédures furent déterminées selon des protocoles précis. Les condamnés furent informés de leur sort et la préparation du lieu où les sentences seraient exécutées commença. La phase suivante était déjà programmée. La justice, en termes formels, avait rendu sa part. Les exécutions ont commencé à l'aube du 7 juin 1951 à l'intérieur de la prison de Landsberg, en Bavière. L'armée américaine a adapté un gymnase du complexe pénitentiaire pour répondre aux exigences techniques. 3 structures avec des trappes contrôlées par un système mécanique ont été construites. La méthode utilisée garantissait une mort rapide par dislocation du cou, suivant les manuels militaires d'exécution. Chacun des condamnés fut averti à l'avance. Le règlement stipulait qu'ils devaient être réveillés 2 heures avant leur tour. Ils recevaient des vêtements propres fournis par la prison, pouvaient écrire une dernière lettre et se voyaient offrir un dernier repas. Presque tous ont demandé du café et des cigarettes. Personne n'a sollicité de plats spéciaux. On leur a également donné la possibilité de recevoir une assistance religieuse. Certains ont accepté, d'autres non. Otto Ollendorff fut l'un des premiers à être transféré à la chambre. Il marcha d'un pas ferme, répondit avec son nom complet lorsqu'il fut interrogé et resta silencieux jusqu'à la fin. Le personnel médical confirma son décès 4 minutes après l'activation du mécanisme. Aucun signe de souffrance prolongée ne fut enregistré. Paul Blobel présenta une attitude différente. Des jours auparavant, il avait demandé des sédatifs pour dormir. Il parle à plusieurs reprises avec un aumônier luthérien. Pendant son transfert, il montra des tremblements et une faiblesse dans les jambes. Le personnel de sécurité dut le maintenir pour qu'il puisse rester debout. Il marmonnait des phrases en allemand, bien qu'aucune ne fût enregistrée comme déclaration formelle. Werner Braun tenta de lire un texte écrit avant d'être exécuté. Le contenu fut interrompu par les responsables, jugés inappropriés. Il s'agissait d'une défense idéologique. Le protocole ne permettait pas ce genre de message. La corde fut placée, la trappe s'ouvrit et le médecin certifia le décès 5 minutes plus tard. Ernst Bieberstein, l'ancien pasteur devenu chef d'escadron, passa les dernières heures avec des aumôniers. Il reçut la communion et demanda que de la littérature religieuse soit remise à sa famille. Accompagné jusqu'à la plateforme, il salua l'aumônier d'un bref geste avant d'être couvert de la cagoule. Il mourut en 3 minutes, selon le rapport médical. Après chaque exécution, le corps était retiré et transféré dans une salle annexe. Là, une révision finale était effectuée. Les autorités militaires décidèrent qu'aucun des restes ne serait rendu à leur famille. Ils furent enterrés dans des tombes non identifiées à l'intérieur même du terrain de la prison. Les registres avec l'emplacement exact furent archivés comme documents réservés. La mesure visait à empêcher que ces lieux ne deviennent des points de rassemblement ou d'exaltation. Ce fut une décision délibérée pour clore le chapitre de manière définitive. Aucune pierre tombale, aucune cérémonie. Seulement l'exécution de la sentence et la documentation correspondante. Pendant les exécutions, des témoins officiels étaient présents. Des représentants légaux, des officiers américains et des journalistes de médias sélectionnés observèrent la procédure. Les normes légales établies par la juridiction militaire furent respectées. Il n'y eut pas d'interruption. Chaque exécution se déroula en suivant les mêmes étapes avec la même durée et sous surveillance médicale constante.
La presse américaine publia des notes brèves, centrées sur la partie procédurale. Le New York Times rapporte les faits en insistant sur la correction de la procédure. La couverture ne fut pas étendue. L'attention publique s'était déjà déplacée vers les thèmes de la guerre froide. En Allemagne de l'Ouest, certains médias couvrirent les événements plus en profondeur, bien que toujours d'un point de vue légal. Der Spiegel expliqua le cadre juridique et l'impact sur le processus de dénazification. Les publications soviétiques abordèrent le sujet sous un angle différent. Elles se concentrèrent sur la brutalité des crimes commis en territoire soviétique et qualifièrent les peines de légères. La Pravda critiqua les retards, les commutations et le nombre limité de responsables exécutés. Elles soulignèrent que de nombreux auteurs matériels étaient toujours libres ou sans processus judiciaire ouvert. Le débat sur la justice s'intensifia après les exécutions. Au sein même du gouvernement militaire américain, il y eut des désaccords. Certains secteurs demandaient que toutes les condamnations à mort soient exécutées sans exception. D'autres considéraient nécessaire d'appliquer des critères différenciés selon la participation spécifique de chaque accusé. Cette tension a abouti à la formation d'une commission de révision en 1950. Dirigée par le haut-commissaire John McCloy, la commission a réanalysé des dizaines de sentences prononcées à Nuremberg. Dans le cas des condamnés pour avoir dirigé des unités mobiles d'extermination, plusieurs peines ont été réduites. Certaines exécutions ont été suspendues, se transformant en prison à perpétuité. D'autres ont été raccourcies à des périodes de prison déterminées. Le nombre total de sentences commuées a provoqué des réactions diverses. Aux États-Unis, les éditoriaux ont reflété cette division. Certains valorisèrent la révision comme une preuve de rigueur légale. D'autres y voyaient des signes de faiblesse face à des crimes qui, par leur ampleur, exigeaient des châtiments maximaux. En Allemagne, les jeunes générations ont commencé à prendre leur distance avec le récit dominant de l'après-guerre. La presse jeunesse et certains secteurs universitaires ont commencé à enquêter plus en profondeur sur les actions des unités mobiles. En Israël et au sein des communautés juives, les exécutions ont été jugées insuffisantes. Beaucoup ont exprimé leur frustration en voyant comment certains responsables échappaient à la peine capitale ou étaient libérés après quelques années. Les organisations de survivants et les personnalités publiques ont insisté sur le fait que les châtiments appliqués ne correspondèrent pas à l'ampleur des dommages causés. Les archives du procès ont été conservées dans leur intégralité. Plus de 250 000 pages, incluant des rapports, des photographies, des procès-verbaux d'interrogatoire et des transcriptions complètes. Chercheurs, historiens et juristes les ont utilisés dans les décennies suivantes pour comprendre avec précision comment la structure de l'extermination en plein air a fonctionné. Les informations recueillies ont permis de connaître non seulement les crimes, mais aussi la manière dont ils ont été planifiés, exécutés et enregistrés. Elles ont également révélé les mécanismes de coordination entre les forces de police, les structures militaires et les autorités locales. Chaque aspect avait été archivé en détail. Après les exécutions, les enquêtes sur les crimes commis par les unités se sont poursuivies. Dans les années 60 et 70, de nouvelles fosses communes ont été localisées dans différentes régions d'Europe de l'Est. Dans certains cas, les registres trouvés lors des procès ont aidé à identifier des lieux où aucune fouille n'avait jamais été effectuée. Le travail de suivi a inclus la localisation de collaborateurs, de superviseurs secondaires et de personnel logistique. Bien que la majorité des principaux responsables aient déjà été jugés, les autorités judiciaires de plusieurs pays ont continué à ouvrir des dossiers pour participation à des assassinats massifs pendant l'avancée nazie à l'Est. La prison de Landsberg, des années après les exécutions, a été utilisée à d'autres fins. Aucun marqueur ou signe ne rappelait ce qui s'y était passé. La mémoire publique de ce lieu est restée limitée aux documents officiels et aux témoignages conservés. Les exécutions de juin 1951 ont clos un processus qui avait commencé des années auparavant, lorsque les premiers documents ont été découverts dans les archives de sécurité du Reich. Ce dénouement a été enregistré pas à pas. Chaque transfert, chaque corde, chaque nom et chaque déclaration finale ont été écrits dans des procès-verbaux et certifiés par des témoins légaux. L'opération s'est déroulée comme prévu, à l'endroit établi et selon la procédure réglementaire. Après la clôture du procès et les exécutions, les effets politiques ont commencé à peser plus lourd que les décisions judiciaires. La tension entre les puissances alliées grandissait et la guerre froide exigeait de nouveaux calculs.
L'administration américaine devait reconstruire l'Allemagne de l'Ouest comme alliée face à l'expansion soviétique. Ce changement a altéré la manière dont les sentences en suspens étaient gérées. En 1950, John McCloy a pris ses fonctions de haut-commissaire en Allemagne et a convoqué une commission pour réviser les cas des criminels de guerre, y compris ceux condamnés pour avoir dirigé les groupes mobiles d'extermination. La révision a généré des résultats rapides. Certaines condamnations à mort ont été commuées en prison à perpétuité. D'autres ont été réduites à des périodes de prison déterminées. Les arguments utilisés pour justifier ces réductions incluaient des facteurs tels que le temps déjà purgé, la bonne conduite et les différences dans le niveau d'implication directe. Ces décisions ont rouvert le débat sur le type de justice qui était appliquée. Pour beaucoup, la nouvelle approche privilégiait les convenances géopolitiques par rapport à la proportionnalité des châtiments. Les réactions furent immédiates. Aux États-Unis, les médias publièrent des éditoriaux au ton varié. Certains défendèrent la révision comme faisant partie d'une politique plus large de stabilisation. D'autres soulignaient que libérer les responsables d'assassinats massifs affaiblissait le message juridique de Nuremberg. En Allemagne, l'impact fut différent selon la génération. Parmi les plus jeunes, les changements ont suscité un intérêt croissant pour réexaminer le passé récent. Certains médias ont publié des rapports détaillés sur ce qui s'était passé lors du procès des commandants des groupes mobiles, en utilisant des documents déjà déclassifiés et des entretiens avec des chercheurs. Le processus judiciaire a laissé un ensemble immense de documents. Tous ont été préservés dans des archives officielles. Plus de 250 000 pages avec des procès-verbaux, des rapports, des déclarations, des correspondances et des preuves graphiques. Des chercheurs et des universitaires ont eu accès à ce matériel pour reconstruire la structure opérationnelle de l'extermination. Chaque unité, chaque itinéraire, chaque chiffre a été enregistré avec précision. Le contenu de ces archives a permis d'établir clairement comment les massacres ont été organisés, qui y a participé et quelles méthodes ont été employées. Cet ensemble documentaire a été essentiel pour que, des années plus tard, de nouveaux procès puissent être ouverts dans différents pays. L'information n'est pas restée limitée au tribunal qui a prononcé les condamnations initiales. Elle a été utilisée dans des processus ultérieurs et a servi de base à des études, des reportages et des expositions sur le fonctionnement de l'appareil d'extermination en Europe de l'Est. Les chiffres exacts, les noms, les emplacements et les ordres ont permis de retracer des événements qui, sans ces documents, seraient restés non enregistrés. Dans les décennies suivantes, le travail d'historiens comme Raoul Hilberg a démontré que la machinerie de l'Holocauste ne fonctionnait pas comme un chaos de décisions improvisées, mais comme un système structuré où chaque action était enregistrée, évaluée et rapportée. Les unités mobiles ont été un élément fondamental de cette phase initiale d'élimination directe. Avant l'existence des chambres à gaz à grande échelle, plus d'1 million de personnes avaient déjà été assassinées par des fusillades massives en plein air. Avec le temps, de nouvelles initiatives de justice ont vu le jour. Dans les années 60, les procès d'Auschwitz ont commencé à Francfort. Les autorités judiciaires allemandes ont utilisé le modèle de Nuremberg comme référence. Les principes établis dans le cas des groupes mobiles ont servi de base juridique, responsabilité individuelle, impossibilité de justifier des crimes de masse par des hiérarchies, obligation de chaque officier d'évaluer la légalité des ordres reçus. Dans ce contexte, les antécédents du procès contre les commandants des unités mobiles ont retrouvé leur pertinence. Les enregistrements, les procès-verbaux d'interrogatoire, les photos et les rapports originaux sont devenus des preuves secondaires dans de nouveaux processus judiciaires. Ils ont également commencé à être utilisés dans des programmes éducatifs, dans des expositions sur l'Holocauste et dans la création de mémoriaux dédiés aux victimes des exécutions en plein air. L'accès aux archives soviétiques après la dissolution de l'URSS a permis de compléter les informations déjà existantes. Des commissions historiques en Ukraine, en Biélorussie et dans les États baltes ont localisé de nouvelles fosses communes. Beaucoup coïncidaient avec les lieux mentionnés dans les documents des groupes mobiles. Des objets personnels ont été récupérés, des restes humains ont été identifiés et l'ampleur réelle des massacres a pu être confirmée. Dans plusieurs cas, les chiffres se sont avérés plus élevés que ceux initialement rapportés. Dans les années 90, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a repris des principes directement tirés des procès de Nuremberg. L'un des concepts les plus importants fut la responsabilité de commandement.
Cette idée, formulée pendant le processus contre les chefs des groupes mobiles, établissait qu'un commandant pouvait être pénalement responsable des crimes commis par des subordonnés s'il avait autorisé, toléré ou n'avait pas empêché les actions. Le statut de Rome, qui a donné naissance à la Cour pénale internationale en 1998, s'est également appuyé sur ses précédents. Ces articles ont incorporé des dispositions limitant l'utilisation de l'obéissance due comme défense. Le raisonnement derrière ces règles a été en grande partie construit sur l'analyse juridique du procès des commandants des escadrons mobiles. Pendant ce temps, les enquêtes ont continué. En 2011, une condamnation a été prononcée en Allemagne contre un Ukrainien qui avait travaillé dans le camp d'extermination de Sobibor. La Cour a estimé que sa seule présence sur les lieux, remplissant des fonctions logistiques au sein d'une structure criminelle, constituait une complicité active. Cette interprétation juridique a été possible grâce aux critères développés des décennies auparavant à Nuremberg. En même temps, les mémoriaux ont commencé à se multiplier. Dans des pays comme la Lituanie, l'Ukraine et la Pologne, des plaques et des monuments ont été placés sur les sites où les unités mobiles ont opéré. Beaucoup de ces lieux étaient restés sans signalisation pendant des années. Avec le temps, des centres de documentation et des musées ont été construits pour expliquer comment les massacres systématiques ont fonctionné en marge des camps de concentration. L'information sur ces unités n'était plus limitée aux archives ou aux cercles académiques. Les nouvelles générations ont accédé à ces connaissances par le biais de livres, de documentaires, de recherches et de plateformes numériques. Les itinéraires, les noms des villages, les dates et les chiffres ont commencé à circuler dans le cadre de l'étude de l'Holocauste. Dans chaque site où une fosse commune a été trouvée, l'enregistrement a été lié aux documents officiels pour reconstruire avec exactitude l'opération qui l'a produite. Le procès des commandants des groupes mobiles ne fut ni le premier ni le plus médiatisé, mais il a établi une série de fondements juridiques qui ont transformé la manière dont le monde comprenait la responsabilité pénale dans les crimes de masse. Il a également laissé un dossier détaillé, utile pour retracer les responsabilités individuelles, identifier les victimes et reconstruire le processus d'exécution massive par région. Dans chaque témoignage, dans chaque procès verbal, dans chaque rapport signé par les accusés, se trouvait l'information nécessaire pour comprendre comment ce système a fonctionné. Chaque nom enregistré, chaque chiffre rapporté, chaque lieu désigné a servi à reconstruire une partie des faits. Avec le temps, ces documents ont aidé à confirmer ce qui s'est passé, à localiser les responsables et à maintenir un registre concret des actions menées par les groupes mobiles d'extermination en Europe de l'Est.